Hello hello! Alors on poursuit ici les cours de Blender avec le rendu. Donc on va voir un peu le fonctionnement des moteurs de rendu dans Blender. Je vais vraiment me focaliser sur la base. Je vais pas commencer à faire des choses qui partent dans des choses trop complexes, comme les view layers ou les passes de rendu ou ce genre de choses. Donc là on va vraiment rester sur ce qui est accessible quand vous débutez Blender, et surtout pour voir ce que vous devez modifier pour avoir la meilleure qualité de rendu possible avec les paramètres de base. Donc on va commencer tout de suite avec Eevee. Moi ici j'ai déjà créé une petite scène qui va nous permettre de tester un petit peu les différents paramètres. Donc on va commencer par l'onglet ici Sampling. Donc vous avez la possibilité de changer le nombre de samples que vous allez avoir dans votre image. Les samples, c'est tout simplement, imaginez que Blender va calculer plusieurs fois votre image avec des légères variations. Et ensuite il va essayer de cumuler toutes ces images pour en faire une la plus propre possible. Une des choses où on voit fort les samples dans Eevee, c'est notamment au niveau des ombres floues. Là, vous voyez que je me retrouve avec plusieurs ombres. Chaque fois que je me déplace, il est obligé de les recalculer. Et vous voyez que pour faire ce flou, il calcule plusieurs fois l'image. Vous imaginez que c'est presque comme s'il il se déplaçait ici dans le rayon de ma lampe pour calculer les différentes images. Et donc ça donne des variations qui ensuite cumulées vont me donner des ombres floues. Là, dans le viewport, donc on a deux paramètres, render et viewport. Donc viewport, c'est ce que vous voyez ici. Render, c'est si je faisais F12 pour lancer le rendu. Donc là, pour l'instant, il m'en fait 16. Si je mettais 1, eh bien, je n'ai plus d'ombre, j'ai plus d'ombre floue, tout simplement parce qu'il m'a fait qu'une seule image. Et plus je vais monter ce nombre ici, si je mets 32, vous voyez que c'est beaucoup plus propre que tout à l'heure. J'avais avec 16, et si je pourrais encore monter, et si je mettais 128, vous voyez qu'ici, il continue jusqu'à ce qu'il ait fait ses 128 images, et donc ça commence à devenir beaucoup plus propre au niveau des ombres. Alors ça n'influence pas que les ombres, hein, ça va avoir d'autres utilités, mais voilà, les ombres, c'était une bonne manière de vous montrer le fonctionnement de ces samples. Donc le but, c'est pas forcément de booster à fond ce que vous allez avoir dans le viewport, hein. Là, vous pouvez rester avec des valeurs qui sont plus faibles que ça, mais par contre, au niveau du rendu, là, vous pouvez monter beaucoup plus. Eevee étant un moteur temps réel, les paramètres, euh, les temps de rendu sont pas énormes, donc vous pouvez quand même demander un certain nombre de samples avant d'avoir des soucis de temps de rendu. Ici, il faut que je crée une caméra si je veux vous montrer ça. Je vais faire une petite caméra pour pouvoir faire des rendus. Voilà. Donc si ici je me mets là et que je fais F12, là il vient de me lancer le rendu. Et voilà ce que ça me donne. Ah oui, ici c'est parce que, vous inquiétez pas, sur ce que vous voyez là, euh, la barre bleue, je vais le cacher. Donc ici vous voyez que j'ai quand même quelque chose qui est beaucoup plus propre au niveau du rendu dès que je fais F12. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait 256 samples au lieu de 32. Donc ça, c'est vraiment le premier paramètre à modifier si jamais vous voyez que vous avez des petits bugs, que vous avez du bruit, ou que vous avez, comme ici, des superpositions d'ombres en opacité qui sont pas très heureuses. Eh bien, c'est les samples qui vont vous permettre de résoudre ce problème-là. On va maintenant passer aux occlusions. Les ambiantes occlusions, alors vous voyez que ça s'active par défaut, elles ne seront pas activées. Les ambiantes occlusions vont vous permettre d'avoir des ombres, des ombrages qui vont se créer là où vous avez des proximités entre différents objets. Alors moi ici, pour vous le montrer, j'ai dû ajouter un éclairage ambiant pour avoir quand même que ce soit pas complètement noir ici au niveau des ombres. Et vous voyez que j'ai bien des occlusions. Vous voyez bien la différence entre les deux, hein, si je l'active ou non, ça se voit aussi très fort ici. Et donc dès que vous allez avoir des objets qui sont à proximité les uns des autres, vous allez avoir un ombrage qui va se créer à cet endroit-là, donc au niveau de l'occlusion. On va avoir plusieurs paramètres qu'on va pouvoir modifier. Donc on a la distance qui nous permet de dire jusqu'où il doit venir chercher cette proximité. Donc plus vous allez mettre quelque chose de haut, plus vous allez avoir un ombrage qui va être fort, ou en tout cas qui va être grand. Donc on a cette distance. On a ensuite un facteur qui est une sorte de multiplicateur, on va dire, de votre occlusion. Donc si vous mettez moins que 1, ça va diminuer l'occlusion, la force de l'occlusion. Si, vous voyez qu'ici je suis bloqué à 1, mais si je viens, moi, taper une valeur numérique directement, si je mets 3, à ce moment-là, ça va booster les occlusions. Et je vais avoir des choses qui seront très fortes. Alors il faut faire attention parce que vous voyez qu'ici je me retrouve avec des zones qui sont complètement noires.
C'est pas forcément ce qu'on a envie ici dans notre image. Donc, attention quand même, si vous boostez ces occlusions, ça peut vite donner des rendus un peu surréalistes. Donc ici, je vais remettre un. Ensuite, on a le trace précision. Donc ça, c'est tout simplement l'algorithme, la précision de l'algorithme quand il va chercher à faire les occlusions. Si vous mettez une valeur qui est très basse, le risque c'est que il y ait certains objets qui ne soient pas pris en compte. Donc il ne va pas voir cette proximité parce qu'il n'y aura pas eu assez de précision au niveau du calcul. Si vous montez trop, vous risquez d'avoir quelque chose qui, déjà, ça va être plus gourmand en termes de temps, et aussi, vous risquez d'avoir du grain dans certains cas. Normalement, c'est pas trop visible, mais faites quand même attention. Dans certaines images, ça peut quand même se voir, surtout si vous êtes avec des grosses résolutions. Et si vous êtes en train de faire quelque chose de vraiment réaliste, donc faites attention à ça. Si vous montez vraiment trop dans les extrêmes, ça peut avoir un impact. L'autre impact que ça va avoir, le trace précision, c'est que si vous l'augmentez vraiment dans des valeurs extrêmes, ça peut limiter la distance à laquelle il va aller chercher les occlusions. Donc même si vous avez une distance ici qui est très élevée, il risque de ne pas aller aussi loin que vous le souhaiteriez. Donc voilà, ici moi je vous conseille de laisser le paramètre par défaut de base et puis de le changer si vous en avez besoin. Ensuite on a un paramètre Bent Normals, je crois qu'il est coché par défaut. Celui-là c'est tout simplement, il va essayer... alors c'est surtout si vous avez un éclairage, un irradiance volume par exemple, enfin si vous voulez avoir un système d'illumination globale, il va essayer de calculer, de faire un calcul au niveau de l'algorithme des occlusions pour que ça soit un peu plus réaliste. Donc voilà, si vous n'avez pas forcément d'éclairage ambiant, ça n'aura pas forcément d'impact, mais ici voilà, moi je vous conseille de le laisser cocher, c'est juste ça va améliorer la qualité et l'impact en termes de temps de calcul est pas flagrant. Ensuite, vous avez l'approximation. Donc ça, je vais vous montrer, c'est visuel, donc il n'y a pas de souci. En fait, il va justement essayer aussi le Bounce approximation de prendre en compte l'éclairage qui est un petit peu autour, et donc d'atténuer, on va dire, les ambiantes occlusions aux endroits où il y a beaucoup d'éclairage. Si vous décochez ça, vous voyez que mes occlusions sont beaucoup plus marquées, et elles sont uniformes partout. Dès que je coche ça, vous voyez que là, par exemple, mes occlusions sont plus claires ici que ici dans le fond. Tout simplement parce qu'il a pris en compte le fait qu'il y avait une zone ici d'éclairage. Enfin voilà. Je ne sais pas exactement comment ça marche au niveau du calcul, mais en tout cas, ça va avoir tendance à atténuer un petit peu les occlusions et à donner un résultat qui est un peu plus intéressant. Alors, juste une petite info par rapport à ça. Je crois que il y a un moment où vous utilisez le node ambiante occlusion dans les shaders, ce paramètre-là ne fonctionnera pas. C'est-à-dire qu'il ne va pas le prendre en compte. Dans les ambiantes occlusion que vous mettrez dans vos shaders, il me semble que ce paramètre-là n'est pas pris en compte. On passe maintenant au bloom. Alors le bloom, c'est ce qui va permettre de faire briller nos objets et donner une sorte de glow autour de nos objets, de halo. Alors pour vous le montrer ici, je vais peut-être prendre cet objet-là, je vais juste faire ça. Et je vais lui mettre un spécifique. Donc ici, c'est si vous avez par exemple de l'émission, alors pas sur celui-là, tant qu'à faire, je vais créer un nouveau matériau. Et je vais booster ici. Donc ici, vous voyez que j'ai augmenté ça. Je vais peut-être ici diminuer un peu l'éclairage global. Ça se voit bien. Voilà. Donc ici, j'ai bien une zone qui est illuminée. Vous voyez que j'ai mis 8 en force, qui est vraiment beaucoup. Donc là, à mon avis, on va perdre un œil quand je vais activer le bloom. Donc j'active. Voilà ce que ça fait. Donc vous voyez que j'ai vraiment cette impression d'avoir un élément qui va briller. Donc c'est du post-process, hein, c'est quelque chose qui fait après. Alors j'ai également plusieurs paramètres que je vais pouvoir modifier. D'ailleurs là je pense que je n'ai pas les paramètres par défaut, je vais peut-être les remettre. Voilà. Donc ça c'est les paramètres par défaut, vous voyez que déjà c'est beaucoup moins fort. Alors le premier paramètre, le threshold, c'est ce qui va nous permettre de choisir à partir de quelle valeur de luminosité il doit commencer à faire briller. Là par défaut on est à 0,8. Donc il faut imaginer que si 0 c'est noir et 1 c'est blanc, dès que votre pixel est à 0,8 d'intensité, de luminosité, il va se mettre à le faire briller. Alors, progressivement, hein, c'est pas on-off, mais voilà, on va avoir ce côté, dès qu'il passe 0,8, il va commencer à faire briller
votre objet. Si je veux uniquement faire briller ce qui dépasse 1, c'est-à-dire que quelque part ce qui est un peu plus blanc que blanc, donc là, pour comprendre ça, il faut vraiment comprendre que quand Blender calcule votre image, les pixels ne sont pas codés de base sur 8 bits, hein, donc il est capable d'avoir des choses qui vont dépasser le spectre visible lumineux. Donc je peux lui dire, si je mets 1, vous voyez que ça n'a rien changé ici. Pourquoi? Parce que quelque part, mon objet ici qui brille, il est à 8,5 en luminosité. C'est ce que je lui ai mis ici. Donc ici, il est déjà en train de briller bien au-delà de 1 en valeur. Donc ça permet, en mettant 1, de se limiter, de dire je vais uniquement avoir ce qui va être vraiment très lumineux, il n'y a que ça qui va briller. Ensuite, on a le nid qui va nous permettre de... alors, pour vous montrer ça, je vais sortir ça, j'ai créé un objet spécifique qui va nous permettre de voir ça. Donc moi ici j'ai créé un plane avec juste une texture en dégradé. Au niveau de l'émissive, je vais peut-être même complètement couper ma lampe. Donc ici j'ai mon objet qui brille. Alors vous voyez que il brille beaucoup à droite et pas à gauche, tout simplement parce que en fait en dessous de cette valeur-là, on est en dessous de 1 en luminosité et du coup il ne brille pas spécifiquement. Options, voilà. Avec le nid, je vais pouvoir jouer sur... alors, je vais booster l'intensité parce que sinon ça ne se verra pas. Donc, tant qu'à faire, voilà, je vous montre que vous avez aussi l'intensité ici. Donc, voilà, je peux vraiment faire briller très très fort. Donc ici, voilà, vous le voyez, regardez ici au niveau du centre de mon objet. En fait, ce paramètre-là va me permettre de dire si je veux un contraste très fort quand il se met à briller. Donc s'il passe de pas brillant à brillant vraiment très vite, ou au contraire si je veux avoir un adouci, donc quelque part c'est une sorte de level de niveau qui pourrait se faire sur le bloom. Voilà, donc vous avez cette valeur-là, par défaut c'est à 0,5, ça fonctionne très bien, je crois, il me semble que c'est 0,5, oui. Ça fonctionne très bien, donc il n'y a pas forcément besoin de le changer si ça ne vous pose pas de problème particulier. Ensuite on a le rayon. Donc ça vous permet de changer juste la distance à laquelle ça va briller, pas la force avec laquelle ça va briller. Donc là, je peux mettre vraiment quelque chose de très très haut, mais bon, ça devient vite bizarre. Il ne faut pas non plus aller dans les excès, mais voilà, si vous voulez réduire ça, alors attention que le rayon va être aussi dépendant de l'intensité. Vous voyez que, si je prends par exemple cet élément-là, vous voyez bien que si je diminue l'intensité, le rayon finit par diminuer aussi. Mais si je diminue ici ce rayon, ça en gros c'est presque le rayon maximum qu'on pourra avoir. Donc là encore, à modifier si vous en avez le besoin. Ensuite, vous avez une couleur. Vous pouvez changer la couleur du glow, enfin du bloom. Le problème, c'est que c'est global. C'est-à-dire que ça ne sera pas dépendant de l'objet. Et tout ce qui va briller de cette couleur-là. Il va avoir un filtre par-dessus. Alors, c'est pas exactement de cette couleur-là. Il va mélanger ça avec la couleur de l'objet qui est en train de briller. Donc, je n'aurai pas exactement cette couleur-là. Ça sera un mélange des deux. Mais voilà, je peux colorer tous mes glows de manière uniforme. Bon, honnêtement, voilà, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Il vaudrait mieux le gérer par objet et plutôt changer la couleur de l'objet. Mais ça peut vous permettre d'avoir un objet qui est d'une couleur et qui va briller dans une autre couleur. Bon, voilà. Là, ça reste une possibilité. Donc l'intensité, je n'y reviens pas dessus. Et le clamp, c'est juste pour éviter que... alors ça, de temps en temps, quand vous utilisez le bloom, si vraiment vous avez des choses qui sont très, très fortes, on peut avoir des petits bugs, ce qu'on appelle des fireflies. Donc on va avoir des pixels blancs vraiment très lumineux à certains endroits. Pour éviter ce problème-là, et c'est principalement au niveau de l'animation, je crois que ça pose problème, vous pouvez clamper l'éclairage, c'est-à-dire de dire, au-delà de cette valeur-là, ça ne peut pas dépasser. Donc, ça permet de limiter en fait la luminosité de votre pixel de brillance. Donc, ça, par défaut, c'est à 0. Si vous n'avez pas de problème particulier, vous pouvez le laisser à 0. On va passer ensuite à la profondeur de champ. Donc la profondeur de champ ici, j'ai chargé une autre scène pour pouvoir vous montrer ça un peu mieux au niveau de la profondeur de champ.
les overlays, voilà. Donc vous voyez qu'ici dans ma scène, j'ai de la profondeur de champ. Pour l'activer, la profondeur de champ, petit rappel, hein, ça se fait au niveau de la caméra. Vous avez ici un onglet Data Field. Vous lui dites sur quel objet il doit faire le focus. Donc ça peut être soit un empty ou soit ce que vous voulez, ou une distance directement si vous dites voilà, j'ai envie de faire le focus sur une distance précise, vous pouvez le faire au niveau de la distance, mais bon, je vous conseille de plutôt le faire par rapport à mon objet. Et vous voyez que j'ai diminué la distance, la focale, le focal stop de mon objectif. Donc là j'ai mis une valeur vraiment extrême. Maintenant les dimensions de mon objet étaient un peu bizarres aussi, donc voilà, c'était difficile de le régler autrement, mais en tout cas ici, voilà, c'est vraiment des valeurs extrêmes que j'ai mis exprès pour avoir vraiment ce flou très fort. Donc ça, c'est pour la partie caméra, et donc ici, par défaut, la profondeur de champ au niveau du rendu dans Eevee est activée, donc j'ai rien à faire de particulier au niveau du renderer pour le faire. Ce qu'on a comme paramètre, c'est la taille maximale de la profondeur de champ. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être ici, je vais copier ma caméra, demander ça. Je vais ici cocher Camera to View pour pouvoir changer. Voilà. Et je vais me mettre très très près. Alors là, on va essayer de faire bugger la profondeur de champ. Oui, voilà. Donc ici, vous voyez, dans Eevee, la profondeur de champ fonctionne plutôt bien, mais on a dans certains cas, comme ici, des problèmes. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que ça reste une approximation. Donc il fait un calcul pour essayer de flouter ce qu'il y a à l'avant-plan, mais il va se baser sur une image qui a été calculée de base sans flou au niveau de mon objet. Et vous voyez qu'ici, ça me donne des choses qui sont étranges, c'est-à-dire que j'ai le bord de mon objet qui est net. Ici c'est flou au milieu, mais le bord de mon objet est net. Pourquoi? Parce que il avait besoin d'avoir quelque chose de net pour les objets qui sont derrière. Donc il n'a pas été capable de faire vraiment un vrai flou correct sur cet élément-là. Il fait ce qu'il peut. Et donc, le problème, c'est que de temps en temps, ben, ça va, voilà, c'est pas forcément très joli et il va falloir changer ça pour que ça soit pas trop visible. Et donc, une des solutions, ça serait de diminuer ici le max size. Donc ici, par défaut, je suis à 100 pixels, mais si, alors je vais mettre une valeur numérique, si je mets 20, non, c'est encore trop, 10, voilà, vous voyez que je réduis en fait la taille du flou et que ça choque un peu moins. C'est-à-dire qu'ici, forcément, bah, j'ai un flou qui est moins présent, mais en même temps, c'est aussi moins problématique. Si j'avais ce plan-là, ça ne me choquerait pas forcément plus que ça. Donc ça vous permet comme ça de vraiment gérer la taille maximale du flou que vous allez vouloir avoir sur vos objets. Bon, moi ici, je vais remettre 100. Et si je reprends la caméra que j'avais tout à l'heure, donc si je reprends cette caméra-là, voilà. Là, vous voyez que ce qui se passe, c'est que derrière, il n'y a pas forcément grand-chose. C'était assez loin, et donc il n'y a pas eu besoin d'avoir de choses nettes à cet endroit-là, et donc il a réussi à faire un flou sans trop de problèmes là. Donc voilà, c'est aussi une raison pour laquelle c'est vraiment à régler ce paramètre en fonction de votre plan, de votre caméra, selon s'il y a des problèmes ou non. Ça ne sert à rien d'essayer de résoudre un problème qui n'existe pas. Donc ici, vous le changez si vous en avez besoin. On passe maintenant aux paramètres de subsurface scattering. Donc là, pour le coup, je suis obligé, donc j'ai repris ma scène de tout à l'heure et je vais mettre un objet ici avec du subsurface. Voilà. Et ici, j'ai bien mon subsurface scattering qui se fait et qui va être dépendant de ma lampe. Hein. Donc ici, voilà, je vais le booster vraiment très fort pour que ça se voit bien. Et donc, on a des paramètres qui vont nous permettre de modifier le nombre de samples. Vous voyez tout de suite hein, ce que ça fait parce que j'avais des petits bugs avant. Donc je pourrais monter les samples ici du subsurface. Ça c'est vraiment en fonction de ce que vous avez besoin. Ça sert à rien d'en mettre 50 si vous n'en avez pas besoin. Et vous avez aussi le jitter. Donc le jitter c'est ce qui va vous permettre de... cette espèce de bruit, de mélange qui va permettre d'adoucir un petit peu et d'éviter d'avoir ces lignes vraiment très, très marquées. Donc je peux ici augmenter le jitter. Par contre ça va avoir tendance à... Vous voyez que ça a une influence quand même aussi sur on va dire la forme de votre subsurface. Donc voilà, il ne faut pas non plus aller dans l'excès. Bon voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus. En tout cas, vous avez des paramètres pour gérer ça. Donc en fonction des problèmes, bah, vous pouvez essayer soit d'augmenter les samples, soit de jouer avec le jitter. Là ici, je vais remettre par défaut.
On a ensuite les paramètres de Screen Space Reflection. Donc ça, c'est ce qui va nous servir à faire des reflets qui vont être basés, comme le nom l'indique, sur l'écran. Pour que ça fonctionne, n'oubliez pas de tester avec un matériau où le roughness sera suffisamment bas pour avoir des reflets. Donc là, vous voyez que pour l'instant, j'ai pas de reflet. La seule chose que je vois, c'est ma lampe qui, elle, me fait un spéculaire sur mon objet. Pour avoir les réflexions, une des techniques, donc ça va être d'activer ici le Screen Space Reflection. Alors vous verrez qu'il y en aura d'autres, j'en profiterai je pense pour vous les montrer ici directement dans la foulée. Si j'active ces Screen Space Reflection, voilà ce que ça me fait. Donc vous voyez ici, il a bien été capable de me faire des reflets, mais attention, la spécificité des Screen Space Reflection, c'est que comme c'est basé sur l'image, il faut qu'il ait des informations suffisantes pour pouvoir vous faire le reflet. Si je me mets ici à la verticale, vous voyez que le reflet qu'on s'attendrait à avoir de mon donut ici, de mon torus, il se fait pas. Tout simplement parce qu'il n'a pas les informations qui correspondent au-dessous du torus, donc il est incapable de nous faire le reflet. Et même ici pour mon cube, vous voyez que ça devient limite, il n'a plus forcément toutes les infos pour pouvoir vraiment faire un reflet convaincant. Donc c'est pour ça que ça reste une approximation, ça reste quelque chose qui nous fait un calcul basé sur l'image, mais qui ne sera pas forcément parfait au niveau des réflexions. Alors on a des paramètres quand même qu'on va pouvoir modifier pour changer un petit peu le fonctionnement de ces réflexions. Le premier paramètre, c'est pour demander à ce que l'algorithme fonctionne également pour les réfractions. Donc si vous avez des objets transparents et que vous voulez les réfractions, il faudra cocher ici Refraction. Vous avez un paramètre Alfred Trace, c'est tout simplement pour dire que le calcul qu'il va vous faire sur les reflets vont se faire avec la moitié de la résolution. Donc en gros, il va prendre un pixel sur 4, si je dis pas de bêtises. Ce qui fait que ça va aller plus vite à calculer, c'est principalement ça, mais forcément la qualité sera aussi un peu moindre. Maintenant, la plupart du temps, au niveau des reflets, ça n'aura pas d'incidence drastique. Mais vous pouvez le décocher si vous voulez avoir quelque chose de plus net, c'est juste que ça va prendre plus de temps, et donc votre PC va ramer un petit peu. Ensuite, on a la précision, la trace precision, qui va nous permettre d'augmenter la précision. Alors je crois que ça se verra peut-être, oui voilà. Si vous regardez ici, je peux augmenter la précision. Vous voyez que si je le descends, je vais avoir quelque chose qui va être plus flou sur le bout. Mais le problème, c'est que si vous allez dans des valeurs vraiment très hautes, vous allez avoir un grain qui va être de plus en plus visible au niveau des reflets. Et aussi, vous allez limiter la distance. Alors là, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais il va y avoir une limitation au niveau de la distance du calcul des reflets. Voilà, vous allez être un petit peu bridé par rapport à ça, donc il ne faut pas non plus aller dans des valeurs extrêmes. Honnêtement, la valeur qui est par défaut, qui est de 0,25, fonctionne quand même plutôt bien. Mais en tout cas, vous pouvez, si vous avez des problèmes, si vous avez un objet, il y a quelque chose qui n'est pas trop normal au niveau du reflet, vous pouvez essayer de changer ça. Ensuite, vous avez le Max Roughness, donc c'est tout simplement au-delà de 0,5. Donc si mon objet avait plus que 0,5 en roughness, il ne prendrait pas en compte les Screen Space Reflection pour faire le calcul du roughness. Pourquoi? Parce que je vais vous le montrer ici. Si ici je passe mon objet à 0,5 en roughness, ici, là, vous voyez ici, je suis encore en dessous de 0,5, c'est-à-dire que là, il continue de prendre, j'ai encore les reflets qui se font. Mais si je dépasse, pas celui-là, si je dépasse, ça devient tellement flou que ça n'aura plus vraiment d'incidence. Voilà, ça se verra plus des masses, donc vous voyez que le changement se fait sans problème à 0,5. Si c'est pas suffisant, vous pouvez ici monter ce paramètre-là, et donc ici demander à ce qu'il fasse les reflets jusqu'à 0,7, 0,8, même jusqu'à 1 si vous voulez, hein, voilà. Si vous voulez vraiment prendre les reflets partout. Mais voilà, normalement le paramètre de 0,5 fonctionne assez bien, et donc il n'y a pas forcément besoin de changer ce paramètre-là. Ensuite, vous avez l'épaisseur. Alors ça, pour vous le montrer, je vais essayer, il faut que je trouve... je vais ici remettre de la réflexion, sinon je peux faire. Voilà. Donc, encore une fois, c'est une approximation, ce calcul des reflets, et donc il essaye de simuler une épaisseur. Quand il fait le calcul des rayons, il cherche une surface, en fait, pour voir s'il y a une surface qui doit refléter. Et ici, on a un paramètre de thickness qu'on peut changer, et vous voyez que si je l'augmente, vous voyez ce que ça me fait ici au niveau du donut. Pourquoi? Parce que il augmente la surface qu'il va chercher, donc il trouve plus facilement les objets, mais en même temps, du coup, ça fait
des réflexions qui vont s'étirer, qui vont baver un peu, qui ne sont pas forcément très jolies. Donc il ne faut pas aller dans l'excès ici au niveau de cette valeur-là. Et il ne faut pas non plus descendre trop, parce que si vous descendez beaucoup, les petits objets, alors là pour l'instant j'en ai pas forcément, je vais essayer d'en créer un, voir si on arrive à trouver le problème. Ici je vais créer un petit objet, donc ici qui se trouve là. Et si je descends trop, cet objet-là, bon, vous voyez, on le voit encore, hein, donc il faudra qu'il soit encore plus petit. Il peut passer à la trappe, en fait. C'est-à-dire qu'on peut ne pas le voir, et vous avez même des morceaux d'objets qui peuvent disparaître. Si ce paramètre-là est trop bas, vous voyez que même là, au niveau de mon cube, ce qui est ici au bord, commence à disparaître un peu. Ou ici, vous voyez que je commence à avoir des effets un petit peu bizarres là. Donc il faut se méfier de ce paramètre de thickness. Si vous mettez quelque chose de trop bas, on a presque l'impression ici de voir à travers. Enfin, voilà, ça fait des trucs un peu bizarres. Donc n'allez pas dans l'excès ni d'un côté ni de l'autre. Le tout, c'est de trouver la bonne valeur pour que les reflets soient cohérents par rapport à ce que vous attendez. Mais normalement, voilà, moi je vous conseille aussi, encore une fois, ne changer ce paramètre-là que si vous en avez besoin. Alors le edge fade, ça c'est un gros souci je trouve avec les screen space réflexion, c'est qu'il n'est pas capable de faire les reflets jusqu'au bord de l'image, tout simplement parce qu'il n'aurait pas suffisamment d'infos. Et donc il est obligé on a cet aspect où il vient enlever quelque part les réflexions quand on se trouve au bord de l'écran. Je vais aller dans l'excès pour vraiment vous montrer ça. Je vais même ici me mettre peut-être là. Alors ça se verra surtout sur le côté là, je crois, parce qu'il va se baser non pas sur ma caméra, mais sur... Parce que je crois que là, il se base vraiment sur l'écran. Donc vous voyez que ici, si je change ce paramètre-là, je finis par avoir, sur le bord de mon écran, ça disparaît un peu au niveau des reflets. Je vais essayer de mettre... Voilà, si je mets un objet ici, voilà. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça fait. Donc j'ai ces reflets qui disparaissent sur les bords de mon écran. Alors, ça permet de ne pas avoir de bugs visuels et d'avoir un rendu qui n'aura pas de problème flagrant. Mais en même temps, bah, ça veut dire que vous n'avez pas les reflets sur les bords. Donc visuellement, de temps en temps, ça peut être très visible en fonction de la scène. Et donc, vous pouvez régler ce paramètre-là pour le diminuer ou l'augmenter. Vous avez une autre possibilité aussi, c'est d'utiliser, alors on le verra après, l'overscan, qui permet d'artificiellement élargir le cadre quand il fait le calcul. Et je crois que ça permet de résoudre en partie ce problème-là, à vérifier. Mais il me semble que ça peut fonctionner. Donc voilà, vous savez qu'en tout cas, vous pouvez jouer avec ce fade pour savoir jusqu'où vous voulez avoir ce flou, où les réflexions disparaissent sur les bords de l'écran. Et enfin, vous avez un clamp qui vous permet de, si vous avez des choses qui sont... Alors là, c'est pas le cas. Je ne sais pas si je pourrais vraiment vous le montrer. Vous pouvez clamper, donc en gros, c'est vraiment tronquer tout ce qui va dépasser une certaine valeur. Donc ici, vous pouvez tronquer une partie des pixels en fonction... Ici, si je mets 0,1, vous voyez que ça a diminué la luminosité parce qu'il ne permet pas à la réflexion d'être plus que 0,1 en intensité. Si je le mets à fond, là, bon, voilà, là je dépasse un petit peu, mais voilà, ça vous permet de, si je mettais 1 par exemple, je pense que si je prends cet élément-là et que je le fais briller, ah, je vais l'agrandir aussi un peu, même si cet objet-là dépasse 1 en luminosité, son reflet sera bridé à 1. Si maintenant je remets ça à 0, vous voyez que j'ai un truc qui... Voilà. Ça me permet de jouer comme ça sur l'intensité du reflet et de dire jusqu'où je veux aller à ce niveau-là. Bon, la plupart du temps, honnêtement, en le laissant à 0, qui est la valeur... en le laissant à 10, pardon. La valeur par défaut, bon, ça fonctionne plutôt bien. Et on n'a pas trop de problèmes. En sachant que si vous mettez à 0, comme beaucoup de paramètres hein, d'ailleurs dans Blender, ça enlève complètement l'effet. C'est-à-dire que si je mettais 0, en fait, il n'est pas clampé. C'est comme si c'était l'infini. On va profiter qu'on parle un peu des réflexions pour voir aussi les autres modes de réflexion qu'on a au niveau de Eevee. Donc vous pouvez utiliser les light probes. Donc les light probes, pour ceux qui ont vu la vidéo sur l'éclairage, on l'a utilisé pour les irradiances volume.
Mais j'ai aussi des reflection cube map et des reflection plane. Alors on va commencer par les reflection cube map. Je vais ici monter ça. Voilà, ça ici, c'est un petit peu comme pour les irradiance volume. J'ai deux cercles concentriques, deux sphères plutôt. La première sphère, c'est tout ce qui se trouve à l'intérieur va être influencé par le probe. Tout ce qui se trouve à l'extérieur de la sphère extérieure ne sera pas influencé du tout. Et ce qui est entre les deux aura un dégradé pour savoir s'il doit l'utiliser ou non. Comment ça fonctionne? Je dois d'abord le calculer. Donc c'est comme pour les irradiance volume. Alors, je vais replier tout ça. Je vais devoir le calculer. Ça se trouve dans les indirect lighting. J'ai ici la possibilité de faire un bake cube map only. Donc ça va uniquement calculer mes cube maps. Si j'ai besoin d'avoir l'éclairage complet, je peux tout simplement faire bake indirect lighting. Il va tout calculer, y compris les cube maps, hein. Donc moi ici, je vais faire bake cube map. Donc là, il me l'a bien calculé. Le problème, c'est que... Alors attendez, il faut que je trouve un endroit pour le mettre. Parce que sinon, vous n'allez pas comprendre le fonctionnement. On va tester ça ici. Et est-ce que ça... Oui, normalement, ça devrait aller. Voilà. Donc ici, j'ai calculé un cube map. Et vous voyez que je me retrouve ici avec des reflets mon plane, qui ressemble à mon Taurus, a priori. Mais le Taurus, il est gigantesque. Et c'est un peu bizarre. Enfin, vous voyez que j'ai des reflets, mais qui ne correspondent pas forcément à ce que je m'attendrais à trouver ici. Alors pourquoi? Tout simplement parce que lui, ce qu'il a fait, c'est le cube qui est ici au centre. Il faut imaginer qu'il a fait un rendu dans les 6 directions autour de lui, pour créer un cube où on a 6 images qui correspondent à ce que le cube verrait dans toutes les directions. Et cette image-là, en 360 degrés, il va l'utiliser pour faire des faux reflets sur les objets qui normalement devraient avoir des reflets. C'est un fonctionnement qui fonctionne plus ou moins, c'est-à-dire que, à part quand vous avez ici, comme ici, un plan qui devrait faire des effets miroirs, ça permet d'avoir une sensation de reflet sans forcément être très réaliste, mais ça peut être suffisant dans certains cas. Mais c'est vraiment de l'approximation, là, cette fois-ci, vraiment très forte. Là où c'est intéressant, c'est que ça se cumule avec les Screen Space Reflection. Là où ici, vous voyez que j'ai les deux. Et je dirais même, il va essayer de passer de l'un à l'autre en fonction de... vous voyez que si je me mets suffisamment rasant par rapport à mon plane, il me prend principalement les Screen Space Reflection, et plus trop ici les cube maps. Par contre, si je fais le contraire, là, je vais plus avoir les Screen Space, mais je vais avoir beaucoup le cube map. Voilà, donc il va être capable de mélanger les deux. La résolution des cube maps, je peux la changer, hein, ici. Donc j'ai la taille du cube map. Je vais refaire un bake. Et je peux aussi normalement demander à me l'afficher, ce cube. Enfin, là, il me l'affiche sous forme de sphère, mais voilà, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Si je zoome, je vais peut-être l'agrandir un peu. Hop, vous voyez bien. Donc ça, c'est l'image qu'il a calculée. Et qui pourrait replaquer sous forme de reflet. Donc c'est-à-dire que si ici, je cache ça, et que je venais mettre à cet endroit-là une sphère en mode miroir, hein, et bien voilà ce que ça me fait. Donc là, en fait, il utilise le cube map pour faire le reflet sur ma sphère. Et vous voyez que bah là, j'ai presque l'impression que c'est bon. Je pourrais même désactiver ici les Screen Space Reflection. Voilà. On pourrait imaginer que voilà, j'ai l'impression que c'est bien les bons reflets. Mais ça reste de l'approximation. Donc c'est pas vraiment, c'est pas physiquement correct et ça va pas être dépendant de la position de la caméra ou de ce genre de choses. Enfin si, il va juste choisir le bon angle par rapport à mon image, mais en tout cas, c'est de l'approximation. Donc ça, c'est une des autres possibilités pour les reflets. Et encore une fois, c'est complémentaire, il ne faut pas imaginer que c'est soit l'un, soit l'autre, on peut très bien utiliser les deux. Et on a enfin... alors oui, ça je vais quand même vous le montrer, on a des paramètres, hein. Alors je ne vais pas forcément aller dans le détail ici, mais on a plusieurs paramètres. Savoir si c'est une sphère ou une boîte. Là d'ailleurs, dans mon cas, vu ce que je suis en train de faire, ça aurait été plus intéressant de faire une box, vu que j'ai plutôt un plane au niveau du sol ou ce genre de choses, donc voilà, c'est plus cohérent. J'ai la possibilité donc de changer sa taille, je peux changer le fall-off. Donc ça c'est comme les radiance volume. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur l'éclairage, ben, je vous conseille d'aller jeter un œil. Vous avez l'intensité, donc vous pouvez augmenter ou réduire l'intensité des cube maps. Ici je le mets plus faible et que je le recalcule.
Voilà. Vous voyez que ici, du coup, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus sombre au niveau de mes reflets. Voilà, et le clip start, clip end, c'est la même chose. Et si jamais ici j'ai mis mon objet dans ma sphère directement, parce que je sais qu'elle doit refléter, je peux très bien demander à ce que le calcul des reflets se fasse pas tout de suite. Alors malheureusement, ça c'est un petit peu problématique, c'est qu'il faut du coup recalculer pour vérifier que ça fonctionne, mais voilà, ici il m'a pas pris la sphère en compte. Si j'avais mis 0, il aurait pris la sphère et j'aurais eu quelque chose de complètement noir. Voilà, bon après on a des paramètres qui sont encore plus spécifiques, comme les custom parallax. Là je vais pas pour l'instant, ça dépasse un petit peu le cadre de la vidéo, je vais pas rentrer là-dedans. Au niveau des reflets, la dernière chose qu'on a, c'est... Je vais effacer le lighting cache, voilà. C'est la possibilité de rajouter un light probe reflection plane. Et ici, un plan comme ceci. Je vais le monter un peu, et je vais... sa taille. Donc là, ben voilà, vous voyez tout de suite ce qu'il m'a fait. Il utilise ce plan pour essayer de recalculer une réflexion, mais qui est vraiment plane. Attention que si vous le mettez trop bas, vous voyez que ça disparaît. Donc en gros, c'est la ligne centrale que vous avez ici, doit être au-dessus. Pour que ça fonctionne, elle doit être au-dessus du plan qui va servir de miroir. Et vous voyez que là, ça fonctionne plutôt bien, et c'est quand même assez proche d'un vrai reflet en ray tracing. Donc si vous avez vraiment juste un miroir à faire, ou vraiment quelque chose de très plat, des fenêtres, voilà, vous pouvez très bien utiliser un reflection plane, et tous les plans qui seraient ici utiliseront le même reflection plane. Bon voilà, ça c'était la petite aparté sur les réflexions. Tant qu'on y était, c'était l'occasion de voir ça. On va passer maintenant au motion blur. Donc le motion blur, vous pouvez l'activer ici dans les paramètres de rendu. Pour pouvoir vous montrer ça, j'ai fait une petite animation de caméra qui va me permettre de vous montrer le flou de bouger. Donc ici, le premier paramètre que vous pouvez choisir, c'est à quel moment les rideaux sont ouverts complètement, donc le shutter. Imaginez que ça essaye de copier plus ou moins ce que ça ferait dans la réalité. Donc si vous avez du flou de bouger, par exemple sur un appareil photo, quand vous avez du flou parce que vous êtes déplacé, parce qu'au moment de l'ouverture, entre le moment de l'ouverture et la fermeture, vous avez eu un déplacement. Et le temps d'ouverture va avoir un impact, mais aussi, vous devez lui dire si l'image sur laquelle vous êtes, l'ouverture commence, si elle est déjà ouverte mais pas encore fermée, ou si elle se ferme à cette image-là. Donc vous pouvez choisir ça. Donc là, par défaut, elle est centrée sur l'image, donc il faut imaginer que c'est comme si votre appareil photo ouvrait, donc il ouvre le rideau, il arrive sur la frame que vous êtes en train de calculer, et il se ferme après. Et donc forcément, on va avoir un peu de ce qui se passe avant et un peu de ce qui se passe après au niveau du blur. Vous pouvez choisir de faire que le rideau s'ouvre au niveau de la frame. Donc là, c'est si je suis à la frame 12, il va commencer à s'ouvrir là, et donc c'est surtout que je vais avoir les frames d'après qui vont venir baver. Ou au contraire, dire ça s'est ouvert avant et ça se termine sur cette image-là. Et donc quand il arrive là, ça se termine. Donc ça va avoir un impact pas forcément massif, en tout cas à part si vous avez vraiment des flous énormes. Mais globalement, vous pouvez le laisser ici centré. Vous avez ici le temps justement d'ouverture. Donc, donc ça va de 0 à 1. Si ici je le mets à 0, je vais avoir un flou qui sera très petit. Et si je le mets à 1, là je vais avoir un gros flou au niveau de mon motion blur. Donc ici je vais peut-être vous montrer, je vais vous faire un rendu, parce que oui, ça se fait pas en temps réel, hein. Donc ici je suis obligé de faire un calcul si je veux vous le montrer. Voilà. Donc ici j'ai bien mon flou de bouger. Si je mets maintenant 0, 1 par exemple, et que je refais le même calcul, voilà, vous voyez que mon flou est beaucoup plus petit. Tout simplement, c'est comme si j'avais une ouverture plus petite sur un appareil photo, hein, voilà. Ou plutôt un temps d'exposition, plus qu'une ouverture. Donc voilà, c'est le temps d'exposition qui a changé. Ensuite, on va avoir le background separation. Donc là, c'est si vous avez des éléments sur l'arrière-plan pour que, au moment où il va faire le flou, comme c'est aussi, il y a une partie qui est aussi en approximation, on peut avoir de temps en temps un effet où le flou vient baver
il prend le fond en fait et ça devient faire un flou sur les objets, ce qui n'est pas forcément toujours très heureux. Donc vous pouvez essayer de jouer avec ce paramètre-là, qui par défaut, je crois, il est à 100, pour essayer de diminuer ce flou qui vient de l'arrière-plan sur vos objets, à changer si vous avez des problèmes. Ensuite, vous pouvez changer la taille maximum du flou. Donc là, vous voyez que c'est 32 pixels, mais je pourrais l'augmenter encore plus. Maintenant, si vous allez vraiment aussi dans des extrêmes, si par exemple je fais ça et que je monte ça à 1, on va commencer à avoir des choses qui sont vraiment, vous voyez, j'ai des fantômes, enfin voilà, c'est pas forcément, ça sera pas forcément parfait visuellement, donc faut pas non plus monter dans les extrêmes. Ici, je vais en mettre 32. Et ensuite, vous avez le nombre de pas. Donc en gros, il faut imaginer que c'est comme presque le nombre d'images qu'il va calculer pour faire le flou. Donc là, pour l'instant, j'ai 1, c'est-à-dire que c'est presque comme s'il faisait une image avant, une image après, et qu'il voilà, il mélange un peu tout ça. Plus je vais monter ce paramètre-là, bah, plus ça va être propre, mais plus ça va être long. Parce qu'en gros, quelque part, c'est presque comme s'il devait calculer 5 fois l'image. Alors d'ailleurs, là, on le voit bien, hein. J'ai mis 5, bah, on peut les compter, les images, hein. Elles sont là. Ici, je mets 32, et 12. Vous voyez que là, maintenant, j'ai un flou qui est quasiment parfait. Absolument plus de problème ici, ça devient indétectable. Bon, là, encore une fois, je suis dans le maximum de ce qui est possible au niveau de l'ouverture. Alors après, je crois que je peux aussi monter... oui, je peux aller encore plus loin, mais bon, là, de toute façon, je vais être limité, je pense, par... Voilà, là, on atteint vraiment des valeurs où... c'est vraiment très, très, très fort. Donc, en tout cas, vous pouvez monter ces steps si vous avez besoin. Là, dans Eevee, l'avantage, c'est que c'est quand même assez rapide. Donc, à part si vous avez des grosses scènes, mais ça va rarement vous prendre 5 minutes pour faire une image. Donc vous pouvez quand même activer ça si vous faites une animation où il y a vraiment un flou de bouger qui est très très fort, très violent. Si vous n'augmentez pas le nombre de steps, ça va se voir, on va avoir des fantômes, enfin, ça va avoir un aspect de clignotement presque. Donc pas hésiter ici à monter le nombre de steps. Pour les volumétriques, on va repasser ici sur la scène avec le petit chaudron, tout simplement parce que j'ai mis des volumétriques dedans, donc j'ai des matériaux volumétriques au niveau de ma scène. Je peux vous les montrer ici. Vous voyez ici j'ai un cube qui englobe un petit peu ma scène, dans lequel j'ai une sorte de brouillard de fumée. Donc là encore une fois, ça on aura l'occasion d'y revenir. Les volumétriques, je pense que je ferai une vidéo spécifique là-dessus. Mais bon, ici je vous montre déjà au niveau du rendu comment ça fonctionne. Donc au niveau des volumétriques, on a plusieurs paramètres. Ils sont activés par défaut, hein, donc vous n'avez pas besoin de les activer. Ça fonctionnera normalement de base. Vous avez ces deux paramètres, start et end, c'est tout simplement pour savoir à partir de quelle distance de la caméra il doit commencer à calculer les volumétriques et où il s'arrête. Donc là, vous voyez qu'au-delà de 30 mètres, il ne calculera plus les volumétriques qui sont au-delà de cette distance-là, par rapport à la caméra. Ensuite, on a les tile size. Donc ça, c'est imaginer que les volumétriques, en fait, c'est tout simplement une grille en 3 dimensions. Et c'est la taille d'une de ces cellules de grille. Et donc là, elle va être de 8 pixels sur 8 pixels. Donc on va avoir quelque chose qui est quand même un peu grossier, je dirais, à l'échelle de l'image. Donc ça, on peut le diminuer ou l'augmenter. Plus je vais l'augmenter, plus je vais avoir quelque chose de flou mais rapide. Plus je vais le diminuer, plus je vais avoir quelque chose de précis mais plus long à calculer. On a ensuite des samples. Alors c'est exactement ce qu'on avait ici dans les samplings qui changeaient les ombres. Ben là, en fait, j'ai des samples en plus qui sont réglables spécifiquement pour les volumétriques. Donc je peux changer ici la qualité de mes volumétriques à part. Si je mets quelque chose de très bas, vous voyez que j'ai mis 1, bah, là ça devient un petit peu dégueu. J'ai plus du tout suffisamment de calcul. Voilà, il calcule une fois l'image, mais du coup c'est vraiment pas top. Donc ici on va essayer quand même d'avoir un nombre suffisant pour avoir quelque chose de clean. Encore une fois, bah, ça se teste, hein, voilà, vous pouvez essayer déjà le paramètre par défaut. Et si vous voyez que ça bave un peu ou s'il y a des problèmes, je vais vous montrer un des soucis qu'on a souvent si on n'a pas assez de samples. C'est voilà, la lampe qui est ici en dessous de mon chaudron, elle passe à travers. Tout simplement parce qu'au niveau de ses calculs, c'était pas suffisamment précis et donc il y a des petites approximations, des erreurs comme ça qui peuvent arriver. Donc là, la solution, bah, c'est d'augmenter les samples. Donc je vais remettre 64. Et ça fonctionne déjà beaucoup mieux. Ensuite, on a
La distribution, c'est juste parce que par défaut, donc il y a 0,8, il va augmenter, il va en fait mettre un maximum de samples plus vers la caméra que vers le fond de la scène. Donc en gros, il va répartir les samples en essayant de les rapprocher de la caméra. Plus vous allez proche de 1, plus ça va se rapprocher de la caméra. Si vous le mettez à 0, vous allez avoir une distribution qui sera uniforme du début à la fin. Ça va augmenter la qualité du fond, mais ça va réduire celle de l'avant-plan. C'est pas forcément une très bonne idée. Donc en tout cas, voilà, vous pouvez jouer avec ce paramètre-là. Vous avez ici les volumetric lighting, donc ça, bah, si je le désactive, on ne voit plus ma fumée, vu que il prend plus en compte l'éclairage. Donc ça, par défaut, c'est coché, c'est plutôt une bonne chose. Ça vous permet d'avoir un éclairage qui va avoir une influence sur vos volumétriques. Et vous pouvez la clamper, cette lampe, si vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez que l'éclairage ne dépasse pas une certaine valeur au niveau des volumétriques, vous pouvez ici mettre une valeur maximale pour tronquer tout ce qui va dépasser. Vous avez la possibilité d'activer les volumetric shadows. Alors attention, c'est pas les ombres. Là ici, j'ai des volumetric shadows qui se font par rapport à mon chaudron ici. Vous voyez que j'ai bien dans le volumétrique une ombre qui s'est faite là. Vous n'avez pas besoin d'activer ici volumetric shadows pour avoir ça. Volumetric shadows vont permettre d'avoir des ombres d'un matériau volumétrique sur un autre matériau volumétrique. Donc c'est si vous avez par exemple deux nuages l'un au-dessus de l'autre et que vous voulez que le premier nuage fasse de l'ombre sur le deuxième. Là, vous allez avoir besoin de cocher ça. C'est super gourmand. Votre scène va se mettre à ramer drastiquement dès que vous allez cocher ça. Donc faites bien attention, il faut vraiment avoir une bonne carte graphique si vous voulez utiliser ça, et surtout pour faire le visuel ici dans le viewport. Au niveau du rendu, bon voilà, ça prendra un peu de temps, mais ça sera moins problématique. Voilà, donc au niveau des volumétriques, encore une fois, je ferai sûrement une vidéo spécifique pour plutôt la partie matériaux, mais en tout cas ici, vous savez que les deux principales propriétés que vous allez utiliser, c'est le tile size, plus c'est petit, plus c'est propre, et les samples, plus c'est haut, plus c'est propre. Mais plus ça prend de temps aussi à calculer, forcément. Alors, je passe rapidement sur les performances. Donc là, vous voyez que j'ai juste une coche High Quality Normals. Donc là, si c'est coché, c'est juste que ça va améliorer la qualité de vos normales, mais ça va alourdir un peu votre scène au niveau de la mémoire quand vous allez faire vos rendus. Si vous avez vraiment quelque chose de gigantesque avec des milliards de textures, normalement, vous pouvez essayer de le cocher et voir ce que ça donne. Ensuite, on a des paramètres qui vont nous servir à gérer les cheveux. Donc les cheveux, pour vous montrer ça, je vais changer de scène. Ici. Et on va ici créer... On va le mettre ici, sur mon Taurus, tiens. Moi ici, je vais créer vite fait des cheveux. Donc par défaut, les cheveux vont se mettre en mode strand. C'est ce que vous avez ici. Alors c'est bien pour de la preview, mais le problème de ça, c'est que vous n'avez pas de contrôle après au niveau des tailles. C'est-à-dire que normalement ici, vous avez la possibilité de changer la taille des cheveux, donc du diamètre de base, de fin, etc. Mais vous voyez qu'ici, ça n'a pas d'incidence, même si je suis en rendu, tout simplement parce que pour l'instant, je suis en mode strand, et que donc, c'est le type d'objet qui ne me permet pas d'avoir quelque chose de précis à ce niveau-là. Si je passe en mode strip, ben, vous voyez que là, ça change tout de suite. Donc là, j'ai maintenant la possibilité d'utiliser la taille de mes cheveux. Je vais en ajouter un petit peu mieux, voilà. Donc ça veut dire qu'ici, je peux changer la taille de mes cheveux, les mettre plus ou moins gros, avoir un contrôle là-dessus. Et ce que je vais aussi pouvoir faire, c'est demander à ce qu'il refasse une subdivision en plus dessus, en plus de celle que j'ai déjà demandé dans les paramètres ici, pour lisser encore plus les cheveux. Donc voilà, bon, là ici je vais pas m'attarder là-dessus parce que ça correspond plus à des choses qui vont concerner les cheveux plus que les cheveux et les poils, plus que le rendu. Mais sachez que voilà, la plupart du temps, vous aurez plutôt envie de cocher ici strip plutôt que strand. Ça donne accès à plus de possibilités et plus de paramètres. On a même la possibilité d'avoir quelque chose qui va paraître totalement plat, donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce côté volume hein, ici cylindrique. On peut passer outre au niveau du matériau. On passe maintenant aux paramètres des ombres. Donc les paramètres des ombres, vous avez plusieurs paramètres différents en fonction du type de lampe
vous êtes en train d'utiliser. Donc vous avez le cube size qui va fonctionner pour les point light, les areas et les spots. Donc en gros, c'est la taille de l'image qui est calculée au niveau des ombres. Je rappelle que pour calculer les ombres, lui, ce qu'il fait, c'est des projections d'images. Donc en fait, il calcule des images en utilisant votre lampe presque comme rendu, comme caméra. Et ensuite, il projette les ombres par rapport à ça. Donc si on est sur une point light, il va devoir en calculer, il va faire un cube map, donc il va en calculer plusieurs dans toutes les directions, pour ensuite les reprojeter. Donc vous pouvez régler cette taille-là, donc par défaut je crois que c'est 1024 ou 512, enfin c'est assez faible. Plus vous allez monter, plus vos ombres seront propres et précises, plus vous allez diminuer, plus vos ombres seront floues et grossières. Donc vous aurez beaucoup moins de précision. On a les cascade size, c'est la même chose, mais uniquement pour le soleil. Là, c'est aussi la taille de la texture ou des textures qui vont être calculées, mais uniquement pour les directionnels. Vous avez la possibilité ici de cocher High Bit Depth, c'est tout simplement pour utiliser des ombres qui vont se faire en 32 bits par couche et non plus en 8 bits par couche. Donc là, c'est un truc un peu technique, c'est juste parce que les ombres peuvent avoir de temps en temps des petites erreurs, des petits artefacts à certains endroits. Ça peut avoir des petits bugs dus au fait qu'il n'y a pas suffisamment de niveau de gris dans l'image de profondeur. Et donc, voilà, ça permet ici de demander à ce qu'il fasse ça en 32 bits par couche. Donc ça améliore la précision. Forcément, ça a un petit impact au niveau du temps de calcul, etc. Mais c'est aussi plus précis. Vous pouvez ici désactiver ou activer les soft shadows, donc c'est ce qu'on a là. Hein. Si je le désactive, vous voyez que toutes mes ombres deviennent nettes. Le soft shadow, il va faire, à partir des samples, il va en créer plusieurs pour essayer d'avoir quelque chose de propre. Et enfin, le light threshold, c'est tout simplement, il considère que si votre éclairage diminue en dessous de cette valeur-là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'éclairage. On est dans le noir, donc il ne va pas s'embêter au niveau des ombres à les prendre en compte. L'indirect lighting, je passe dessus vu qu'on l'a déjà vu au niveau de l'éclairage. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur l'éclairage, je vous conseille d'aller jeter un œil si jamais vous voulez voir le fonctionnement ici des indirect lighting. Vous avez ici la possibilité de modifier ce qui va être en gros quelque part l'anti-alias de votre image. Donc ici, vous pouvez changer cette valeur-là. C'est la manière dont il va combiner les samples. Ici, les différentes images qu'il va calculer. Et il fait un filtre par-dessus pour essayer de lisser un peu tout ça. Et donc, vous avez un contrôle là-dessus. Honnêtement, c'est difficile à gérer. Je modifie ce paramètre assez rarement. Un paramètre très important ici, transparente. Donc ça vous permet de retrouver le fond transparent ici. Donc là où il n'y a pas d'objet, vous allez vraiment avoir de la transparence. Et donc si vous sauvez votre image, vous pourrez récupérer ça dans Photoshop ou dans After Effects et vous aurez la transparence à cet endroit-là. L'overscan, c'est ce qui vous permet donc de calculer une sorte de bord perdu autour de votre caméra quand il fait l'image. Alors forcément, ça augmente le temps de rendu, mais ça permet de résoudre certains problèmes qui sont dus justement au bord de l'image. Il y en a plusieurs, que ce soit les glows ou tous les effets de post-process. Quand l'image est vraiment pile à la bonne taille, ça peut avoir de temps en temps des petits bugs sur les bords. Donc ça permet de résoudre ce problème-là. Vous pouvez ici simplifier votre scène. Alors ce paramètre-là, c'est uniquement si vous avez une scène par exemple qui est très compliquée et où vous avez par exemple des subdivisions sur plein d'objets et que vous voulez limiter ces subdivisions soit dans le viewport, soit au niveau du rendu. Donc là, ça vous permet de directement le modifier ici. Vous pouvez dire que dans le viewport, par exemple, les objets ne doivent jamais dépasser 3 niveaux de subdivision. Si vous en avez plus dans votre modifieur subdivision, il va passer outre, c'est-à-dire qu'il va, il va tronquer ce truc-là, il va dire non, on s'arrête à 3. Donc en activant ça, vous voyez que par rapport au fonctionnement par défaut, lui, il se bride à 6. Vous pouvez aussi brider le nombre de particules qui vont être faites. Donc si vous avez... Alors je crois que ça fonctionne aussi avec les cheveux, je vais vérifier, mais si je demande ici de simplifier ça et que je diminue ça, voilà, vous voyez qu'ici, je suis en train de diminuer le nombre de cheveux, pas forcément au niveau du rendu, mais uniquement dans le viewport. Donc c'est le gros avantage, c'est que si vous avez une scène qui est très compliquée, vous pouvez facilement simplifier dans le viewport sans changer quoi que ce soit au niveau du rendu. C'est juste visuellement ici dans votre viewport, ça va beaucoup moins ramer parce que vous aurez moins d'éléments.
Et pareil, vous pouvez aussi diminuer la résolution du volume uniquement dans le viewport. Donc vous l'avez pour le viewport et pour le render, sauf pour les volumes, voilà. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas accès au volume ici. Et vous pouvez aussi avoir une simplification des Grease Pencil si vous êtes en train de faire de la 2D et que vous voulez limiter ça. Bon voilà, là c'est déjà un petit peu plus spécifique, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc on en est à parler de la 2D, donc on a ici les paramètres de Grease Pencil qui vont nous permettre de changer l'anti-alias au niveau des traits, donc on peut le diminuer, ou en tout cas le threshold, le moment à partir duquel il va essayer de le lisser. On a aussi le moteur freestyle. Alors moi j'ai déjà activé des choses pour pouvoir vous le montrer, donc si je lance un rendu, voilà, c'est ce qui vous permet d'avoir des traits de contour sur vos objets. Mais encore une fois, voilà, ça se fait pas, c'est pas juste activer ça, là c'est juste pour demander à ce qu'il l'inclue dans le rendu, mais ça nécessite d'avoir d'autres paramètres qui soient créés ici. Donc voilà, vous avez la possibilité de demander à ce que les lignes se fassent de manière absolue, donc leur taille soit absolue dans le monde, ou relative par rapport à la distance de la caméra. Et vous avez ici la taille du trait que vous pouvez changer. Donc ici, je peux demander un trait normalement beaucoup plus gros. Voilà, ça vous donne ceci. Donc vous pouvez comme ça jouer avec ces paramètres-là. Il nous reste à voir le color management. Donc là, ce truc-là, c'est un petit peu plus technique, un petit peu plus compliqué à comprendre. Donc lorsque Blender vous calcule votre image, il le fait sans forcément se poser la question de sur quel écran ça va être diffusé, ou si ça va être sur un projecteur, ou peu importe. Et donc, lui, il a une image qui est brute, qui a beaucoup d'informations au niveau de chaque pixel, mais qui n'est pas forcément faite pour être diffusée telle qu'elle sur un écran d'ordinateur, par exemple, ou sur une télé. Donc, il est obligé de faire une conversion en sRGB, ce qui est le mode par défaut des écrans, justement, d'ordinateur, par exemple. Donc, il va faire une conversion de cette image-là pour que visuellement, on ait quelque chose de correct par rapport à notre moniteur sur lequel ça va être affiché, donc le display device. Ça, je peux le changer, je pourrais demander un XYZ par exemple, où ça me permet de sauver des images qui sont plus spécifiquement pour certains types de projecteurs, par exemple, qui vont avoir besoin de ce mode-là. Pourquoi? Parce que eux vont après faire cette conversion autrement, ou je pourrais tout simplement l'enlever et demander à Blender de me donner l'image brute sans aucun changement dessus. Bon, bien évidemment, la plupart du temps, vous aurez besoin de laisser en sRGB. Moi, je vous conseille de ne pas forcément y toucher si c'est pour faire des rendus un peu classiques. Il n'y a vraiment que dans certains cas, et si vous savez ce que vous êtes en train de faire, que vous aurez besoin de changer ça. Ensuite, on a le View Transform, qui va être une sorte de calcul d'éclairage, de couleur plutôt, sur votre image. En mode standard, il fait juste cette conversion sRGB, il ne va pas faire grand-chose de plus dessus. Mais on a différents modes, donc je peux demander le mode filmique, où je vais avoir un meilleur contrôle des couleurs qui étaient extrêmes, des luminosités qui étaient extrêmes, donc tout ce qui va être HDR. Et au moment où vous faites un travail sur des images HDR, ben, je vous conseille de passer en mode filmique. Et qui va avoir un meilleur contrôle sur la manière dont il va transformer votre image brute en... ça va être un peu plus réaliste en fait au niveau de l'image, sur la manière dont il va faire cette conversion visuelle. Alors ça fait partie justement du ressenti, hein, donc c'est plus forcément que technique, c'est aussi en fonction de ce que vous voulez visuellement sur votre image, où vous pourrez choisir ça. Et vous allez voir qu'après on a différents autres paramètres en fonction de ça, on peut changer d'autres choses ici. Donc le mode filmique, lui, il essaye d'améliorer, on va dire, visuellement votre image, en plus de faire la conversion sRGB. Le filmic log, ça va être la même chose, sauf qu'il va aplatir les contrastes pour vous permettre d'exporter votre image, par exemple, dans un logiciel de retouche d'image, ou si vous êtes en train de faire des vidéos, un logiciel de post-process, pour gérer vous-même la correction des couleurs à la main et avoir tout qui est visible dans votre image, sans zone totalement noire. Donc vous pourrez comme ça régler un petit peu plus précisément. C'est un petit peu l'équivalent de ce qu'on a sur certaines caméras maintenant, les Vlog ou des choses comme ça. Vous avez ici la possibilité de voir votre image brute en RAW, donc ça c'est juste pour voir à quoi ça ressemble, hein. Normalement c'est pas fait pour être sauvé tel quel. Et le false color, idem, c'est pour voir les zones qui seront très lumineuses dans votre objet, dans votre scène, ou là où c'est très sombre. Donc voilà, ça vous donne aussi, c'est juste un aperçu presque de l'histogramme de votre image.
Si je me mets en mode filmique, j'ai plusieurs looks différents. Donc ça, c'est juste des filtres hein, qu'il va appliquer par-dessus. C'est pas forcément si vous allez reprendre cette image-là après dans un autre logiciel de coloring pour faire des colorimétries, c'est pas forcément nécessaire de le faire ici, mais je pourrais demander par exemple d'augmenter les contrastes de mon image pour avoir un visuel un peu différent, ou au contraire d'avoir quelque chose où j'ai beaucoup moins de contraste sur mon image. Bon, là, avec mes volumétriques, c'est pas forcément très joli. Je vais essayer de les cacher. Voilà, donc vous pouvez comme ça jouer avec ces paramètres-là pour avoir un style différent à votre image. Bon, moi ici je vais remettre none. Enfin, on a l'exposition et le gamma. Donc l'exposition et le gamma permettent d'assombrir ou d'éclaircir votre image. Alors la différence entre les deux, c'est que l'exposure se fait avant la conversion en sRGB, le gamma se fait après. Donc ça donne des petites différences visuelles en fonction de ça. Moi, je vous conseille de, par défaut, commencer par changer l'exposure. Si vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez, à ce moment-là, passez au gamma. Et enfin, le séquenceur, ça, voilà, ça c'est vraiment très spécifique. C'est si vous utilisez le séquenceur de Blender donc pour faire des montages vidéo ou des post-process, par défaut, il est en mode sRGB, mais vous pourriez demander, voilà, il y a d'autres modes à votre disposition en fonction de l'exportation que vous voulez en faire. Ce qu'on a aussi comme possibilité, c'est d'utiliser les courbes. Donc vous avez les courbes RGB, classiques, hein, mais qui sont pas forcément super pratiques à utiliser déjà, et honnêtement, je vois pas trop l'intérêt de le faire au moment du rendu. Ça peut très bien être fait par la suite dans un logiciel spécifique. Voilà, donc on en a terminé avec cette première partie sur Eevee. Donc dans la prochaine vidéo, nous verrons les paramètres de Cycles, ou Cycle, hein, selon si vous le prononcez à l'anglaise ou à la française. Donc vous verrez que ça sera très différent, on aura vraiment des options qui seront très différentes. N'oubliez pas que Eevee, on est quand même dans un moteur qui est en réel, donc qui fait beaucoup appel à des approximations. Alors c'est un peu de la bidouille, mais en même temps, bah, ça permet de faire des calculs qui sont très rapides. Donc c'est quand même un gain de temps assez énorme. Donc n'hésitez pas à faire des tests d'abord dans Eevee, quitte à passer sur Cycle, si après vous voulez quelque chose de beaucoup plus physiquement correct, en tout cas de plus précis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve bientôt donc, dans la vidéo pour Cycles.